Ce soir à Kinshasa, l'air chaud de l'après-midi s'est alourdi d'une atmosphère politique que personne n'arrive encore à nommer clairement. Bienvenue sur Inside News RDC. À nos compatriotes qui nous regardent depuis Moscou, où le printemps hésite encore à s'installer sur les rives de la Moscova, depuis Oslo, où nos frères et sœurs de la diaspora norvégienne suivent les nouvelles avec une attention que la distance ne diminue pas, et depuis Durban, au bord de l'océan Indien, là où l'Afrique australe rencontre le monde. Bonsoir à vous tous et soyez les bienvenus dans ce journal. Ce soir, notre pays traverse plusieurs batailles simultanément et chacune engage son avenir de manière différente. La première se joue sur les marchés mondiaux. Notre cobalt a plus que doublé de valeur en moins d'un an. Et pour la première fois depuis des décennies, c'est Kinshasa qui fixe les conditions. La deuxième se joue à l'Est, pendant que des pourparlers sont annoncés en Suisse dans la mi-avril. Le M23 renforce ses positions dans le Walikale. Les FARDC ripostent et les ADF frappent encore à Mombasa. La troisième, elle, s'est invitée un dimanche soir dans l'opacité la plus complète. Un accord migratoire entre notre gouvernement et Washington, présenté sans débat public, sans vote parlementaire, au moment précis où la nation célébrait le retour triomphal de ses léopards. Nous passerons aussi par Bushehr en Iran, où une quatrième frappe à 75 mètres d'un réacteur nucléaire fait grimper le baril de Brent à $110 ce soir. Et cela, nos pompes à carburant le ressentiront. Et par le duel des corridors ferroviaires, la Chine et les États-Unis se battent pour contrôler la route par laquelle sortira notre cuivre. Ce journal vous appartient. Allons-y. Pendant des décennies, notre sous-sol a enrichi des étrangers pendant que l'État congolais regardait les cours s'effondrer sans pouvoir réagir. Le 22 février 2025, quelque chose a changé. L'Autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques, l'ARECOMS, a déclaré l'embargo total sur l'ensemble des exportations de cobalt congolais. Industriel, semi-industriel, artisanal, zéro sortie, du jour au lendemain. Le monde a retenu son souffle. Ce n'était pas une décision improvisée. La République démocratique du Congo assure environ 75% de la production mondiale de cobalt, ce métal sans lequel ni les batteries des véhicules électriques ni les super-alliages des industries de défense ne peuvent exister. En bloquant l'offre à la source, Kinshasa jouait la seule carte que personne n'avait osé abattre depuis 30 ans de pillage toléré. Cet embargo initial, prévu pour 4 mois, a été prolongé de 3 mois supplémentaires en juin 2025, signe que le gouvernement attendait encore davantage du marché. Le 16 octobre 2025, l'ARECOMS a levé le rideau sur un système de quotas trimestriels. Pour le 4e trimestre 2025, l'exportation était plafonnée à 18 125 tonnes métriques. Pour les exercices 2026 et 2027, le gouvernement a fixé un plafond annuel strict à 96 600 tonnes, soit moins de la moitié de la production nationale estimée. 10% de ces quotas sont verrouillés dans une réserve stratégique nationale. Et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a posé une ligne claire. Toute entreprise qui violerait ces plafonds serait définitivement interdite d'opérer sur notre territoire. Ce n'est pas de la rhétorique, c'est un contrat. Le résultat parle par les chiffres. Selon la Banque centrale du Congo, la tonne de cobalt s'échangeait à $55 600 à fin mars 2026, soit une hausse de 162,6% en glissement annuel. Les données du London Metal Exchange au 1er avril confirment ce niveau à $56 290. En moins de 14 mois, notre pays a fait passer le cours de son minerai stratégique d'un plancher historique à des sommets que les marchés n'avaient plus vus depuis 2022. Cette manœuvre provoque des résistances prévisibles. CMOC, le géant chinois premier producteur mondial depuis ses mines Tenke Fungurume et Kisanfu, s'oppose frontalement au système de quotas. Ses volumes de production annuels, estimés entre 100 000 et 120 000 tonnes, se heurtent à un plafond d'exportation qui le force à stocker massivement. Glencore, le numéro 2 mondial, a pris le chemin inverse en soutenant le dispositif.
pariant sur la stabilité des prix à long terme. La Chine produit 78% du cobalt raffiné mondial, mais dépend quasi exclusivement de notre sous-sol pour ses matières premières. Au dernier trimestre 2025, les flux vers ces raffineurs se sont quasi paralysés, provoquant des pénuries sévères d'intermédiaires. Sur le plan institutionnel, le président a agi pour aligner la structure de l'État sur cette ambition souveraine. En février 2026, il a remplacé le sommet de la Gécamine. Deogratias Nele Massoudi a été nommé président du conseil d'administration. Baraka Kabemba en assure la direction générale. Message sans ambiguïté. L'entreprise publique doit marcher en ligne avec la stratégie nationale. La bataille géopolitique s'étend désormais aux routes d'exportation elles-mêmes. L'accord stratégique signé en décembre 2025 entre Kinshasa et Washington a conduit la société américaine Virtus Minerals à racheter des actifs congolais de Chemaf, Mines Étoile et Mutoshi au Katanga pour 700 millions de dollars, avec une clause de vente exclusive à des acheteurs américains ou alignés sur Washington. Voici ce que cette équation dit au fond. Notre pays n'est plus le terrain de jeu. Pour la première fois depuis des décennies, c'est l'arbitre. La question de cette réussite soulève n'est pas technique. Est-ce que les recettes générées par cette stratégie arrivent jusqu'au foyer congolais, jusqu'aux routes de l'Équateur, jusqu'aux hôpitaux du Kasaï? La réponse à cette question-là, nous l'attendons avec la même fermeté que celle avec laquelle Kinshasa attend le respect de ses quotas. Ce repositionnement souverain se joue dans les salles de marché de Londres et les couloirs de Washington. Mais pendant que Kinshasa tient son rang sur les marchés du cobalt, l'Est de notre pays, lui, continue de payer le prix du sang d'une guerre que ni les accords de paix ni les annonces diplomatiques n'ont encore réussi à éteindre. Ce mardi 7 avril 2026, James Swan a officiellement pris ses fonctions à Kinshasa comme représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO. Ce diplomate américain, ancien ambassadeur des États-Unis à Kinshasa de 2013 à 2016, succède à la Guinéenne Bintou Keïta dans un contexte que la résolution 2808 du Conseil de sécurité, adoptée en décembre 2025, qualifie sans détour de dégradation continue et persistante. Ce mandat brise une dynamique. Le désengagement progressif des casques bleus, qui avait été amorcé l'année précédente, est suspendu. Ce n'est pas un détail administratif. La résolution 2808 autorise désormais la brigade d'intervention de la MONUSCO à mener des opérations offensives ciblées. La justification officielle est explicite. Les groupes armés actifs dans nos provinces orientales utilisent des missiles solaires et des drones suicides. La mutation technologique du conflit a forcé l'ONU à réviser ses règles d'engagement. Les nouvelles du terrain ce mardi confirment pourquoi cette urgence est réelle. Depuis le 4 avril, des sources sécuritaires documentent un renforcement des positions de l'AFC M23 dans le nord du territoire de Walikale et à Massissi. Les localités de Bukumbirwa, Ioula et Malemo ont vu affluer des éléments rebelles accompagnés d'un déploiement logistique qui laisse craindre une préparation d'opérations militaires. Ce redéploiement intervient quelques jours à peine après un retrait temporaire des mêmes zones. La population civile, qui avait commencé à respirer, retient à nouveau son souffle. Mais nos forces armées ont démontré ce week-end qu'elles ne cèdent pas. À Touchonogouti et Katale Centre, dans la chefferie de Bohavu, territoire de Kaléré, elles ont repoussé des attaques simultanées de la coalition AFC M23 et des forces de défense rwandaises. Le colonel Kisembo Isingoma Benjamin, commandant du secteur opérationnel, l'a confirmé avec clarté. Ces attaques ne visent plus un objectif militaire classique. Elles s'inscrivent dans une stratégie de déstabilisation délibérée des zones habitées. Nos soldats ont répondu avec ce que le commandement appelle un professionnalisme extrême. En parallèle, les fils de la médiation se retissent. Les États-Unis et le Qatar annoncent des pourparlers pour la mi-avril, en Suisse. Le processus de Doha ayant été provisoirement paralysé par les tensions géopolitiques régionales. Rappelons ce que cela signifie concrètement. Sur les 8 protocoles de l'accord-cadre signé à Doha en novembre 2025, 2 seulement ont abouti.
Le M23 a repris son offensive le 1er décembre. Uvira est tombé le 10. Depuis, le mécanisme de coordination sécuritaire conjointe entre Kigali et Kinshasa ne s'est plus réuni. Et les exigences du M23 restent ce qu'elles sont. Révision constitutionnelle vers un système fédéral, démission du gouvernement Tshisekedi. Des demandes que Kinshasa considère comme illégitimes. Dans ce tableau déjà lourd, l'Ituri ajoute son cri. Dans la nuit du 5 au 6 avril, les ADF ont frappé le village de Mambasa. Maisons incendiées, motos emportées, civils blessés, personnes enlevées par les assaillants. Dieudonné Loza, coordonnateur de la nouvelle société civile de l'Ituri, appelle à une intensification urgente des opérations militaires. Les populations qui ont fui vers Mambasa n'ont plus ni abri ni nourriture. Ce que dit cette équation, avec une clarté que la prudence diplomatique peine à masquer. On négocie en Suisse pendant que l'AFC M23 consolide ses positions dans le Walikale. Ces deux réalités ne peuvent pas coexister indéfiniment. Le peuple de l'Est le sait, et il attend que les capitales qui organisent les pourparlers le sachent aussi. Ces crises, des minerais à la guerre de l'Est, ont un point commun fondamental. Elles exigent des décisions d'État prises à la lumière du jour, avec la nation. Or, ce début d'avril nous a révélé qu'une décision d'une toute autre nature a été prise dans la discrétion, un dimanche soir, sans débat, sans vote. Une décision qui engage notre territoire, notre sécurité, notre souveraineté face à Washington. Le dossier du jour s'en empare ce soir. Mallory, bonsoir. Merci Aurélie et bonsoir à toutes et à tous. Ce dimanche 5 avril, en fin de soirée, la nation célébrait le retour triomphal de ses léopards. C'est précisément à ce moment-là que le gouvernement congolais a publié un communiqué annonçant un dispositif inédit. La République démocratique du Congo s'apprête à accueillir sur son sol, dès ce mois d'avril, des ressortissants de pays tiers expulsés par les États-Unis d'Amérique. Dispositif temporaire, précise le gouvernement. Prise en charge logistique assurée par Washington. Aucun coût pour le trésor public. Les personnes concernées seront logées dans des sites à Kinshasa, avec un encadrement administratif, sécuritaire et humanitaire. 48 heures plus tard, la société civile congolaise avait pris la parole. Le Parlement, lui, était encore silencieux. Jean-Claude Katende, président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, a été direct. Il a convoqué 1994. Il rappelle que cette année-là, notre pays a ouvert ses frontières à des populations déplacées par le génocide rwandais, par hospitalité. Cette hospitalité mal encadrée a déclenché 30 ans d'instabilité dans nos provinces de l'Est. Sa lecture est documentée. Sa conclusion est sans appel. La décision actuelle reproduit la même logique dans un pays qui compte déjà, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 8,2 millions de déplacés internes. Le parti d'opposition Envol, par la voix de sa porte-parole, Dena Josseline, a posé 4 questions factuelles auxquelles le gouvernement n'a pas encore répondu à l'heure où ce journal est diffusé. La première, combien de personnes sont concernées? La deuxième, quelles sont leurs nationalités? La troisième, quelle est la durée réelle de leur séjour? Et pour la quatrième, quelles sont les contreparties obtenues par la RDC? Envol nomme le mécanisme que le gouvernement enveloppe dans un langage de solidarité internationale. Une externalisation de la politique migratoire américaine. Notre territoire mis au service d'une décision prise à Washington. Quant à Justicia ASBL, la plateforme a adressé une lettre ouverte au président Tshisekedi en invoquant l'article 213 de notre Constitution. Tout traité ou accord international engageant le territoire national est soumis à ratification ou approbation parlementaire. La question est précise et factuelle. Sur quelle base constitutionnelle exacte ce dispositif a-t-il été activé? L'organisation attend une réponse. Elle ne l'a pas reçue. Mais il existe un précédent international que les commentateurs congolais n'ont pas encore cité. En 2022, le Royaume-Uni avait signé un accord avec le Rwanda pour y externaliser ses demandeurs d'asile. En novembre 2023,
la Cour suprême britannique l'a jugé contraire au droit international des réfugiés. L'accord a été suspendu en juillet 2024. Ce précédent est daté, documenté, vérifiable. Il dit quelque chose d'essentiel. Ce type de mécanisme a déjà été soumis à un tribunal de droit international et il n'a pas résisté à l'examen. Le gouvernement dit que Washington assume l'intégralité des coûts logistiques. Sur le papier, le Trésor public ne débourse rien. Mais l'ASADO souligne un coût que les chiffres budgétaires ne mesurent pas, le coût sécuritaire. Nos services de contrôle aux frontières, nos structures carcérales, notre appareil judiciaire opèrent dans un contexte de saturation documentée. Accueillir une population de profil inconnu, sans nationalité déclarée, sans délai ferme de reconduite, ce n'est pas une opération neutre pour un État déjà sous pression. Ce que cette accumulation de réactions révèle est plus grave que la décision elle-même. 4 organisations de la société civile et de l'opposition portent le débat institutionnel que le Parlement est mandaté pour tenir. En 60 heures, pas un seul député, pas un seul sénateur n'a pris position publiquement sur un accord qui engage notre territoire. Ce silence parlementaire n'est pas un détail. C'est une fracture dans notre pacte républicain. Les millions de Congolaises et de Congolais méritent de connaître le prix exact de l'arrangement que leur gouvernement a accepté en leur nom. Merci de votre attention. Je te rends la parole, Aurélie. Merci, Mallory. Ces questions institutionnelles rappellent que la transparence d'un État se mesure à sa capacité de rendre compte, pas seulement aux marchés étrangers, mais à son propre peuple. Sur le front économique intérieur, justement, les chiffres de ce début d'année envoient un signal d'alerte que le gouvernement ne peut pas ignorer. La Banque centrale du Congo a publié ses données sur les émissions de titres publics au premier trimestre 2026. Le constat est sévère. Le gouvernement avait programmé 600 milliards de francs congolais levés sur le marché intérieur via les bons et obligations du Trésor en monnaie nationale. Résultat réel, 20 milliards captés. Un taux de réalisation de 3,3%. Ce n'est pas une anomalie technique, c'est un verdict de confiance. Le franc congolais a affiché une appréciation de 29% au dernier trimestre 2025, une performance monétaire que la BCC a largement communiquée. Pourtant, les opérateurs économiques n'ont pas accouru pour placer leur épargne en monnaie nationale. Ce décalage dit quelque chose de précis sur le niveau de confiance structurelle des acteurs du marché congolais envers leur propre devise. Sur les titres en dollars, la performance est plus solide. 254,1 millions de dollars levés sur une prévision de 400 millions, soit 61% de réalisation. Mais l'adjudication de 50 millions de dollars, lancée le 24 mars pour une maturité de 6 mois, a dû être annulée par l'émetteur en raison des conditions de marché jugées défavorables. Ces bons du Trésor sont le mécanisme sain par lequel un État finance ses dépenses sans recourir à la planche à billets. Un échec à les placer sur le marché intérieur fait une pression vers d'autres formes de financement. La question mérite d'être posée sans détour. Après les discours sur la souveraineté économique, après la remontée du franc congolais, les acteurs de notre économie font-ils encore le pari de la monnaie nationale comme instrument d'investissement durable? Ces signaux économiques se superposent à une semaine marquée par 2 décisions présidentielles de nature très différente. L'une ancrée dans le patrimoine spirituel de notre nation, l'autre portée par la voix de 100 000 Congolais du Nord et du Sud Kivu qui demandent de revoir la Constitution pour que leur président puisse finir la guerre. Lundi 6 avril, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu à Nkamba, dans la province du Congo central, pour la commémoration de la journée nationale dédiée au combat du prophète Simon Kimbangu. Un jour férié légal par ordonnance présidentielle depuis le 3 avril 2023. Sur place, le chef de l'État a annoncé l'attribution à cette localité d'un statut particulier de ville sainte. Nkamba, surnommée Nouvelle-Jérusalem, est le lieu de naissance du fondateur du kimbanguisme et le cœur spirituel d'une confession présente dans des dizaines de pays. La cité comprend une dizaine de sections ecclésiales et environ 200 000 habitants. Cette décision présidentielle soulève des questions encore non répondues
sur ses implications juridiques et administratives concrètes, au-delà de la portée symbolique évidente. Ce même 6 avril, à Kinshasa, une délégation arrivée de Goma et de Bukavu depuis le samedi 4 avril a annoncé le dépôt imminent à l'Assemblée nationale d'une pétition portant 100 000 signatures. Pascal Abba, chef de la délégation, a été explicite. Ces signataires sont des populations du Nord Kivu et du Sud Kivu, premières victimes de 30 ans de guerre imposée. Leur demande, réviser la Constitution pour permettre au président Tshisekedi de mener à terme le conflit dans l'Est. La portée de cette demande est considérable. Elle touche à des dispositions constitutionnelles relatives au mandat présidentiel, une question qui divise profondément la classe politique nationale. La Constitution est le socle de notre pacte républicain. Que 100 000 voix de l'Est réclament sa modification dit quelque chose sur la profondeur de leur désespoir face à une guerre qui n'en finit plus. Ces tensions intérieures se jouent dans un monde lui-même sous haute tension ce soir. À 6 000 km de Kinshasa, sur les rives du golfe Persique, une centrale nucléaire a été frappée pour la 4e fois en moins de 40 jours. Et les marchés pétroliers, eux, ont déjà répondu. Le 4 avril 2026, un projectile a atteint le périmètre immédiat de la centrale nucléaire de Bushehr, en Iran, tuant un agent de sécurité et endommageant un bâtiment auxiliaire. Le 6 avril, l'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé, sur la base de ses propres analyses satellitaires, que l'impact s'est produit à 75 mètres seulement de l'enceinte extérieure du site. C'est la 4e frappe depuis le début du conflit militaire entre les États-Unis, Israël et l'Iran le 28 février 2026. En réaction, la société russe Rosatom a évacué 198 de ses employés techniques sous les ordres de son directeur général Alexei Likachev, laissant le fonctionnement du réacteur entre les mains d'un groupe réduit de volontaires. Pour notre nation, cette escalade n'est pas une information lointaine. Le baril de Brent, qui avait déjà franchi les $102 fin mars, selon la Banque centrale du Congo, s'échange ce soir aux alentours de $110. Dans un pays où le prix du transport conditionne celui de tout le reste, chaque secousse dans le golfe Persique se traduit en francs congolais supplémentaires sur l'ardoise de nos familles. Des marchés de Kinshasa aux routes coupées de l'Équateur. Raphaël Grossi, directeur général de l'AIEA, a réitéré son appel à la retenue militaire maximale, soulignant que les bâtiments auxiliaires d'une centrale peuvent abriter des systèmes de refroidissement et de sécurité vitaux. La ministre iranienne des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a averti que tout accident radiologique à Bushehr dévasterait les populations du Golfe sur plusieurs générations. Les pays du Conseil de coopération du Golfe dépendant de la mer Persique pour leurs usines de dessalement. La question n'est plus théorique. À 75 mètres du périmètre, cette guerre a déjà franchi les lignes de sécurité que la communauté internationale pensait infranchissables. À ces turbulences géopolitiques s'ajoute une bataille plus discrète, mais tout aussi stratégique pour notre avenir, celle des routes par lesquelles nos minerais quittent notre sol. 2 corridors ferroviaires s'affrontent désormais pour contrôler les flux de notre cuivre et de notre cobalt vers les marchés mondiaux. Les groupes miniers chinois CMOC et Zijin Mining ont annoncé leur intention d'entrer dans le tour de table du projet de modernisation du corridor ferroviaire Tazara, soutenu par Pékin. Évalué à 1,4 milliard de dollars, ce chantier vise à relier les zones minières de la Zambie et du sud de la RDC au port de Dar es Salaam en Tanzanie. Dans le montage dévoilé, China Civil Engineering Construction Corporation détiendrait 80% du capital. CMOC, Zijin, Jiao International Logistics et Costco Shipping Holdings se partageant les 20% restants à part égale. La transaction attend encore les autorisations réglementaires chinoises. L'enjeu dépasse la logistique. CMOC a représenté à lui seul 21,9% des exportations totales de cuivre de la RDC en 2025. Zijin contrôle 39,6% du capital de Kamoa-Kakula. Intégrer ces acteurs dans la chaîne de transport revient à consolider une filière complète, de l'extraction jusqu'à l'exportation. En face, les États-Unis et l'Union européenne accélèrent le corridor de Lobito,
qui relie les zones minières congolaises et zambiennes au port angolais éponyme sur l'Atlantique. L'accord stratégique Washington-Kinshasa de décembre 2025 prévoit qu'au moins 50% du cuivre, 30% du cobalt et 90% du zinc des entreprises minières publiques congolaises transitent par cet axe dans les 5 prochaines années. Kamoa Copper a d'ores et déjà exporté ses premières anodes de cuivre via Lobito au premier trimestre 2026. L'avantage logistique de Lobito est documenté. 5 à 8 jours entre les zones minières et le port, contre 30 à 32 jours vers Dar es Salaam. Mais Tazara rénové réduira cet écart. Pour la RDC, l'enjeu n'est pas de choisir entre Pékin et Washington. C'est de s'assurer que ces corridors servent son industrialisation propre, pas uniquement le transit des autres. Ces batailles se jouent dans les capitales et les ports lointains. Mais notre pays, ce soir, vit aussi d'autres réalités qui n'attendent pas les sommets diplomatiques. De Mombasa en Ituri au Lualaba minier, des centres d'emploi de Kinshasa au ciel numérique, voici ce que la nation traverse en ce 7 avril. Depuis l'Ituri, une alerte que le Parlement des jeunes de cette province a rendue publique ce lundi à Bunia. Les rebelles des forces démocratiques alliées auraient recruté de force plus d'une centaine de mineurs dans le territoire de Mombasa en l'espace de quelques semaines. Ces enfants, arrachés à leurs familles et à leurs écoles lors des incursions nocturnes des ADF, seraient formés au maniement des armes ou exposés comme boucliers humains lors des affrontements. Gloire Abbassi, président de cette structure citoyenne, a lancé un double appel au gouvernement congolais pour intensifier les opérations militaires contre les ADF dans cette zone et à la Cour pénale internationale pour ouvrir des poursuites contre les dirigeants de cette rébellion. Il a été direct dans sa formulation. Ce ne sont pas des violations de conventions, ce sont des crimes contre l'humanité. L'avenir de toute une génération de l'Ituri se joue dans ces forêts. Et si l'Ituri souffre des armes, le Lualaba, lui, souffre des engins miniers. Au village de Mukumbi, dans cette province du sud riche en minerais, les habitants accusent l'entreprise Chemaf, dont les actifs viennent d'être rachetés par la société américaine Virtus Minerals pour 700 millions de dollars, de les avoir dépossédés de leurs terres sans indemnisation ni relocalisation. Champs détruits, habitations rasées, familles dormant dans des lieux de culte, enfants déscolarisés. Les témoignages recueillis par Radio Okapi dressent le tableau d'une évacuation sans aucune procédure légale d'accompagnement. Les habitants demandent l'intervention personnelle de la gouverneure Fifi Masuka. Chemaf et le ministre provincial des Mines n'ont donné aucune réponse aux demandes de commentaires. Un silence difficile à comprendre car des vies sont en jeu. Le 85e Conseil des ministres a révélé vendredi 3 avril une réalité préoccupante dans le secteur du placement de la main-d'œuvre. Sur 625 services privés de placement répertoriés en République démocratique du Congo, 402 opèrent dans l'irrégularité. Absence d'agrément du ministère de l'Emploi, contrat de travail inexistant, non-application du salaire minimum interprofessionnel garanti, cotisation sociale non reversée. Un moratoire de 30 jours est accordé aux structures concernées pour se mettre en conformité, passé lequel les récalcitrantes seront fermées. Pour les travailleurs qui dépendent de ces structures aujourd'hui, l'enjeu est concret. Protection en cas d'accident, accès aux soins, dignité contractuelle. Cette réforme arrive. Reste à voir si son application sera aussi réelle que son annonce. Sur le front numérique, une arrivée discrète mais stratégique. Infrasat, entité spécialisée d'Angola Telecom dans les services satellitaires, a confirmé le 2 avril son intention de lancer ses premières activités techniques en RDC avant la fin 2026. Après une audience avec le ministre de l'économie numérique, Augustin Tibassa Maliba. La société mise sur les zones rurales enclavées que les 4 opérateurs mobiles n'atteignent pas. Avec 30,79% de taux de pénétration Internet et 15 millions de nouveaux abonnés mobiles attendus d'ici 2030, selon la GSMA, notre marché reste l'un des plus sous-exploités du continent. Infrasat devra cependant composer avec Starlink, autorisé en RDC depuis juin 2025, et la concurrence d'Airtel et Orange qui préparent leur propre déploiement satellitaire.
en dehors de la ville, sur le campus de l'Université de Kinshasa, un chantier lancé en mai 2024 touche à sa fin. Le Centre Carbone National, un bâtiment de 28 mètres sur 17,5, réparti sur 4 niveaux, est attendu en service pour août 2026, selon le directeur général AI du Bureau central de coordination, le Dr Sylvain Alombo-Lombomba, qui a effectué une inspection du site ce lundi. Ce centre est conçu pour surveiller les forêts et produire des données fiables en temps réel sur la pollution. La RDC abrite 8% du carbone forestier mondial, un actif dont la valorisation est estimée entre 11 et 25 milliards de dollars. Ce bâtiment, s'il est opérationnel dans les délais, pourrait transformer cet actif en revenus souverains concrets. À Lomé, au Togo, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Bodji Sangara, est arrivé ce lundi pour participer à la 17e conférence des présidents d'assemblée et de section de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire francophone. Ce mardi, il est attendu à la tribune de l'hémicycle togolais pour un discours à l'ouverture de la session ordinaire. Cette présence dans les espaces de diplomatie parlementaire francophone a une signification concrète dans un contexte où notre pays cherche à multiplier ses relais politiques sur le continent. Les résolutions de ces assemblées, bien que non contraignantes, pèsent sur les agendas politiques régionaux. À Kinshasa, l'Assemblée nationale tient une plénière ce mardi à 13h avec un ordre du jour législatif de fond. Les députés examinent 2 projets de loi de ratification d'accords internationaux, dont un protocole destiné à éliminer le commerce illicite des produits du tabac, ainsi qu'une proposition de loi modifiant la législation sur les tribunaux de commerce. Ces juridictions spécialisées sont le premier rempart de la sécurité juridique des investissements en RDC. Leur réforme, si elle est sérieuse, envoie un signal positif aux opérateurs économiques qui attendent depuis longtemps un cadre judiciaire prévisible pour leurs activités. Sur le dossier minier, enfin, l'ONG Resource Matters a pris la parole ce mardi. Son directeur pays, Jimmy Mungoviec, a déclaré que Tenke Fungurume Mining devrait publier l'intégralité de ses études d'impact environnemental face aux accusations de pollution de l'air soulevées par l'Environmental Investigation Agency. Il n'a pas exclu, si la responsabilité de l'entreprise est avérée, une suspension des activités de traitement du minerai jusqu'à l'installation d'équipements adéquats. TFM a contesté ces accusations, affirmant que ces données de surveillance de fin 2024 à début 2025 ne révèlent aucun dépassement des normes pour le dioxyde de soufre. La société civile regrette de n'avoir pas été associée à l'enquête annoncée par le gouvernement. Nos sols nourrissent nos recettes. Ils doivent aussi nourrir nos poumons. Voilà, chers compatriotes, le portrait que notre nation nous offre en ce mardi 7 avril 2026. Un pays qui gagne des batailles sur les marchés mondiaux et en perd d'autres dans ses propres institutions. Ce soir, 4 fils traversent notre actualité et ils ne sont pas sans lien. Le cobalt congolais s'échange à 56 000 $ la tonne. Notre stratégie de quotas porte ses fruits. Mais la bataille avec Pékin et Washington pour le contrôle de nos ressources ne fait que commencer. L'Est tient. Les FARDC ont repoussé la coalition AFC M23 à Tushunguti et Katale. James Wan prend les rênes d'une MONUSCO au mandat désormais offensif. Mais le M23 renforce ses positions à Walikale le même jour et Mombasa crie au secours. Un accord migratoire a été passé avec Washington sans que le Parlement n'ait eu voix au chapitre. La société civile interroge, les élus se taisent et les 110 millions de Congolais méritent une réponse. Et nos bons du Trésor en francs congolais n'ont capté que 3,3% de leur objectif. La confiance dans notre monnaie nationale se construit par des actes, pas par des communiqués. La pensée de ce soir est une réflexion que ce journal se permet de créer en rapport direct avec ce que nous venons de traverser. La souveraineté d'une nation ne se mesure pas seulement à la valeur de ses minerais sur les marchés internationaux. Elle se mesure à la transparence avec laquelle ses dirigeants rendent compte à leur peuple des décisions prises en son nom. Le cobalt de notre sous-sol peut valoir 60 000 $ la tonne. Si les décisions qui engagent notre territoire se prennent dans Londres, sans consultation parlementaire, quelque chose d'essentiel est perdu.
La souveraineté économique et la souveraineté démocratique ne peuvent pas avancer séparément. Nous nous retrouvons demain soir, mercredi 8 avril, pour votre édition quotidienne d'Inside News RDC. Pour approfondir ce soir le fil conducteur de notre souveraineté, une analyse a été mise en ligne aujourd'hui qui a pour titre « Kabila, Tshisekedi et le troisième homme ». Cette analyse ayant pour but de dresser le portrait de nouveaux dirigeants que la RDC attend, sans compromettre l'intégrité de ceux ayant déjà gouverné. Nous vous invitons à la visionner et à la partager. Que Dieu veille sur la République démocratique du Congo et sur chacun de ses enfants, ici sur notre sol et partout où ils portent le nom de ce pays dans le monde. C'était Aurélie pour Inside News RDC. Les faits d'abord, toujours et bonne continuation.